Voici le cours sur le flambement. Commençons par une petite expérience simple. Si on maintient une lame entre deux doigts en la sollicitant en compression, et si l'on fait croître cet effort de compression, pour une valeur qu'on va appeler F critique, il se produit un flambement de la structure qui s'éloigne brutalement de sa configuration initiale. On voit que la lame se comporte alors en flexion, suivant l'axe de son plus petit moment quadratique. Le chargement critique constitue donc un cas limite entre stabilité et instabilité. Une fois que la lame a flambé, on peut la maintenir à l'équilibre pour ce même effort F critique, quelle que soit la distance qu'on impose entre les extrémités. On parle d'équilibre indifférent. Nous allons maintenant reprendre point par point les résultats de l'expérience et, grâce à la théorie de l'air, nous allons tenter de trouver l'expression de la force critique. Pour cela, considérons donc une poutre sollicitée en compression par un effort F. Nous avons vu que tant que F est inférieur à la valeur seuil F critique, le système est stable, à l'image d'une bille située au fond d'un profil circulaire. Si on perturbe le système, par exemple en frappant le centre de la poutre par un maillet, eh bien la poutre va se mettre à vibrer, c'est-à-dire qu'elle va prendre un mouvement autour de sa position d'équilibre stable, sans s'en éloigner. De la même façon que si on perturbe la bille, elle va entrer en mouvement en restant au voisinage de sa position. Au contraire, si F devient plus grand que la valeur seuil F critique, toute perturbation, comme le choc d'un maillet par exemple, va faire partir la poutre en flambage. Elle va s'éloigner brutalement de sa position d'équilibre. Tout comme la bille située cette fois au sommet d'un profil circulaire qui, si elle est perturbée, eh bien, va s'éloigner définitivement de sa position d'équilibre. Enfin, l'expérience a montré que si on impose un effort égal exactement à F critique, eh bien, on peut maintenir le système à l'équilibre, quelle que soit la distance D qu'on impose entre les appuis. C'est cette configuration, quand F est égal à F critique, que nous allons retenir pour la suite. Nous allons commencer par résoudre le problème statique. XO et YO représentent les deux efforts mis en jeu au niveau de l'articulation en haut, YK représente l'effort mis en jeu dans l'appui simple en A. On peut écrire d'une part que XO moins FC égale 0. On peut écrire ensuite que YO plus YK égale 0. Et enfin, l'équation des moments en haut donne YK fois L égale 0, L représentant la longueur de la poutre. Vous voyez que ces trois équations conduisent à XO égale F critique et YO égale YK égale 0. On est bien donc dans la situation d'une poutre en compression pure. Remarquez que pour mener cette étude statique, nous avons considéré, comme d'habitude, que la situation déformée et la situation non déformée sont confondues. En fait, nous avons raisonné sur une situation non déformée. Pour mettre en place le phénomène de flexion qui se produit, on l'a vu dans la situation d'équilibre indifférent, eh bien, nous allons devoir pour la première fois raisonner sur une situation déformée. Nous allons appeler V de x la quantité dont se déplace transversalement la section d'abscisse x. Et nous allons calculer le moment fléchissant en G compte tenu de cette déformée. Mz représente, comme vous le savez, le moment en G des forces en aval, c'est-à-dire ici le moment en G de Fc. C'est donc Fc que multiplie V de x qui représente la distance entre G et le support de Fc avec un signe moins car effectivement la tendance pour la force Fc appliquée en aval est de tourner dans le sens négatif autour du point G. Nous avons vu dans le cours de flexion que Mz est relié à la dérivée seconde de V par la relation Mz égale EIz d2V sur dx2. Nous obtenons donc l'équation différentielle d2V sur dx2 plus Fc sur EIz que multiplie V égale 0. C'est une équation d'ordre 2, linéaire, à coefficient constant, dont nous connaissons bien la solution. Si nous posons lambda carré égale Fc sur EIz, alors la solution V de x de notre équation s'écrit V de x égale grand A cosinus lambda x plus grand B sinus lambda x. Les constantes grand A et grand B, qui sont les constantes d'intégration, vont être déterminées à partir des conditions aux limites. Ces conditions limites sont une condition en x égale 0, V de 0 égale 0, et une condition en x égale L, si L représente la longueur de la poutre, V de L égale 0. Nous allons maintenant exploiter ces deux conditions. La première conduit à écrire grand A fois 1 plus grand B fois 0 égale 0, d'où grand A égale 0. Compte tenu du fait que grand A égale 0, la deuxième condition conduit à grand B sinus lambda L égale 0.
Voilà donc un produit dont l'un des deux termes est égal à 0. Ça ne peut pas être B, pourquoi? Parce que, comme on a déjà écrit que grand A égale 0, B ne peut pas être nul. Sinon, on retrouve la situation non déformée, qui est une situation d'équilibre possible, mais qui ne nous intéresse pas. On a donc ici sinus lambda L égale 0. On a donc la possibilité d'écrire que lambda L est égal à n fois pi, n prenant toutes les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Nous avons donc montré que la déformée v de x s'écrit sous la forme grand B sinus lambda x, avec lambda L égale n fois pi, n prenant les valeurs à partir de 1 jusqu'à l'infini. Il faut noter ici que la constante grand B, comme vous le voyez, ne sera pas déterminée, puisque nous avons exploité nos deux conditions, et que grand B donc reste indéterminé. Cela nous ramène à l'expérience, puisque cela nous dit que l'équilibre est possible quel que soit grand B, c'est-à-dire quelle que soit l'amplitude de la flèche que prend notre poutre. Une fois qu'elle a flambé, comme vous le savez, pour une valeur imposée égale à Fc, eh bien, toute position est position d'équilibre. C'est la situation d'équilibre indifférent. Nous allons donc considérer la première valeur de petit n, à savoir petit n égale 1. On a donc lambda L égale pi. En élevant au carré, lambda L carré égale pi carré. En remplaçant lambda carré par son expression Fc sur EIZ, on obtient Fc sur EIZ que multiplie L carré égale pi carré. D'où l'expression de Fc, la force critique, qui est égale à pi carré EIZ sur L2. Il s'agit de la force critique de l'air. Si nous remplaçons ensuite petit n par 2, eh bien vous pourrez montrer très facilement qu'on obtiendra une autre force critique égale à 4 pi carré EIZ sur L2. Puis en remplaçant petit n par 3, on obtiendrait 9 pi carré EIZ sur L2. On va donc uniquement retenir la force critique encadrée ici en rouge, parce que c'est la plus basse de toutes celles qu'on pourrait obtenir en donnant à n toutes les valeurs successives. Effectivement, ce qu'on souhaite, nous, c'est que cette force critique-là ne soit jamais dépassée. Tant que la valeur F de compression reste inférieure à cette valeur, le système reste stable. Dès que la valeur de F atteint ou dépasse cette valeur Fc, eh bien, le système devient instable et le flambement risque de se produire. Nous avons donc montré que la déformée v de x est donnée par la fonction grand B sinus lambda x avec lambda L égale pi. C'est donc la fonction B que multiplie sinus pi x sur L. Nous avons également montré que la valeur seuil f critique est égale à pi carré EIZ sur L2. Il est important de commenter ce résultat. E représente le module élastique du matériau. Plus ce module élastique est important et plus cela minimise le risque de flambage, puisque cela élève la valeur du seuil. IZ représente le moment quadratique. Comme pour E, voyez que plus IZ est grand, plus le seuil est élevé, donc plus le risque est minimisé. On voit donc que pour minimiser le risque de flambement, il faut disposer la matière le plus loin possible de l'axe neutre. Enfin, voyez qu'au dénominateur, on voit la longueur au carré. Cela signifie que le risque de flambement est très sensible à la longueur de la poutre, puisqu'elle apparaît au carré. Plus la longueur est grande, plus le seuil est bas et plus le risque est élevé. Ces deux résultats, à savoir la forme que prend la poutre quand elle flambe, ainsi que la valeur seuil à partir de laquelle la structure devient instable, peuvent être obtenus avec le logiciel Nastran à partir d'une Sol 105. C'est ce qu'on appelle un calcul en buckling. Mais nous allons voir qu'il est possible d'aborder ce phénomène de flambement par un autre biais qui va consister à réaliser une Sol 106, c'est-à-dire un calcul non linéaire. On va ainsi pouvoir reconstituer avec précision le scénario de chargement de notre structure. On va essayer d'obtenir par cette voie le graphe grand F en fonction de UA. Grand F, c'est l'effort que vous exercez sur le point A, et UA, c'est la quantité dont se déplace ce point sous l'effet de cet effort. Quand vous commencez l'expérience qui consiste à comprimer une petite lame entre vos doigts, vous sentez qu'au début de l'expérience, eh bien, vous ressentez une grande rigidité. Effectivement, c'est la rigidité d'une poutre à l'effort normal. Dans notre graphe F en fonction de U, la rigidité est donnée par la pente. On a donc, au début de l'expérience, une très grande pente. Puis, quand le flambage se produit, vous sentez immédiatement une grande souplesse. Effectivement, la poutre se comporte maintenant en flexion. Cela se traduit donc dans notre graphe par une courbe très proche de l'horizontale. On appelle bifurcation le passage du comportement en compression au passage de comportement en flexion. En fait, cette bifurcation se produit de manière moins brutale. Elle a lieu pour une valeur de f proche de la valeur Fc qui a été obtenue par la Sol 105. Ce graphe présente également l'intérêt de montrer ce qui se passe en post-flambage. Comme on le voit en post-flambage,
La courbe est quasiment horizontale. Cela signifie que le système est saturé. L'effort qu'est capable de transmettre la poutre est limité, à une valeur proche de la valeur Fc qui a produit le flambement. Une poutre qui a flambé est saturée en effort. Fin du cours sur le flambement de l'air.